Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, plusieurs collègues de l'enseignante enregistrée, Mme Chantal, s'absentent aujourd'hui à l'école pendant que le Parti libéral du Québec s'entre-déchire à savoir s'il faut, oui ou non, filmer quand on est un élève et qu'on est témoin de ce genre de comportement. Les postes de police chinois en sol canadien ont été fermés, assure Ottawa. Serre de Virginie, Québec permettra la chasse à l'arc et à l'arbalète dans les parcs nationaux. Et Donald Trump enregistre des profits pour son application Truth Social de seulement 200 $. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors ça continue toujours cette saga des professeurs, parce qu'on peut plus dire la professeure, maintenant on parle des professeurs qui pètent les plombs dans les classes, qui se font enregistrer par leurs étudiants ou leurs élèves. Tout ça a occupé beaucoup d'attention médiatique cette semaine et là on apprend plusieurs nouvelles aujourd'hui. Tout premièrement, selon des parents et des enfants qui ont parlé à nos collègues de TVA Nouvelles, semble-t-il qu'il y a des collègues de Mme Chantal, l'enseignante de l'école des Grands Vents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui aurait hurlé après ses élèves. Eh bien, plusieurs de ses collègues sont absents aujourd'hui à l'école. Du côté du Centre des services scolaires d'Émile-Île, on affirme que toutes les absences ont été comblées en bonne et due forme. Mais tout de même, il y a des parents qui trouvent que c'est troublant comme phénomène de voir d'autres enseignants s'absenter par la suite. Je crois ça que l'école est en crise. Bon, on a des rumeurs qu'il y a des enseignants qui auraient été menacés. Ça, je trouve ça malheureux. De l'autre côté, on a suspendu le directeur cette semaine. Je veux pas empirer son cas, là. Il doit pas passer une belle semaine. Je veux pas être plus dur avec lui, mais excuse-moi, il y a une responsabilité là-dedans. Là. Le laisser-aller a un prix. Puis il y a eu un prix pour les enfants durant toutes les semaines où ils ont vécu cette intimidation-là. Cette intimidation, cette atmosphère dans la classe. Mais là, t'es dans les dommages collatéraux de cette semaine, ça a comme été un accident, là, un crash. Puis là, t'es dans des dommages collatéraux des lendemains de ça. Je suis très malheureux pour les enseignants qui sont pas du tout mêlés à ça. En même temps, j'ai une petite pointe de pensée, sans méchanceté, pour les enseignants qui ont peut-être rien dit, là. Oui, qui étaient dans les classes à côté. Qui ont laissé passer. Bon, je crois comprendre qu'il y en a qui ont porté plainte. Pour eux, c'est vraiment frustrant parce qu'ils disent, nous, on avait envoyé les signaux d'alarme puis nos boss n'ont rien fait. Mais il n'y a pas de doute que ça doit être un traumatisme dans cette école-là cette semaine. Là. D'abord, de vivre ça. La réunion de parents, quand même, où ça a brassé beaucoup de tensions. Plus le fait de se retrouver, qu'on le veuille ou non, le centre d'attention de tous les médias du Québec, là, c'est pas une belle semaine. Ouais. C'est un peu le prix du laisser-aller. Oui, puis pour ce qui est des menaces aussi, il faut faire attention. L'appel au public, au travers de tout ça, il y a, selon nos informations, une autre enseignante qui s'appelle Chantal aussi dans l'école, qui n'est pas la Madame Chantal, qui est décriée une autre dans Madame tout Chantal. Ça. Exact, qui, elle, n'a rien à voir avec cette histoire-là, du moins de ce qu'on sache. Et je rappelle, il y a 4 plaintes qui sont déposées à la police, là, 1 pour intimidation, 3 pour voie de fait, là, qui sont déposées, qui vont être étudiées, enquêtées par la police. Donc, laissez les autorités faire leur travail dans ces dossier-là, ce qui nous amène au niveau politique, toujours dans cette histoire des enseignants qui pètent les plombs, mais on a eu une confusion au sein du Parti libéral du Québec, parce que plus tôt dans la journée, on a eu tour à tour 2 députés en mêlée de presse. On a la députée libérale Madoua Nika Cadet ainsi que son collègue Frédéric Beauchemin, qui, eux, ont parlé d'un omerta dans le milieu de l'enseignement et demandaient d'y mettre fin en utilisant toutes les manières possibles. Par la suite, lui, M. Beauchemin, poursuivant en disant on peut pas empêcher les jeunes de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent enregistrer les enseignants avec leur téléphone, on peut pas contrôler tout le temps leurs gestes. Et tout ça semblait, si on veut... Parce qu'il y a comme une nuance entre d'accepter qu'à un endroit, un Saint-Roch-de-la-Chigan, un jeune excédé est enregistré... Mais que des élus encouragent un enregistrement généralisé des profs, là, où c'est une autre affaire. Oui, absolument. Et donc on a dû faire du rattrapage chez les libéraux. On a dû faire du rattrapage sur la députée Marois Risky, qui est la principale critique en matière, justement, d'éducation, qui a dû exprimer son désaccord sur Twitter en disant « Je veux pas que les parents commencent à envoyer des enregistrements dans les écoles, qu'on entre des caméras à l'intérieur des salles de classe. » D'ailleurs, elle a cité l'avoir dit en entrevue avec Benoît
Benoît Dutrisac, dans son message Twitter. Ici à Cube Radio. Oui, ici à Cube Radio, l'avoir mentionné dès sa première entrevue sur le sujet, qu'elle n'encourageait pas l'enregistrement généralisé de ce qui se passait dans les classes. Oui, puis pour les autres oppositions, évidemment, on est embarqué dans le même genre de travail. Le Ruba Gazal, députée de Québec solidaire, elle, qui dit que c'est surtout qu'il faut qu'il y ait des agissements par la suite, que c'est bien beau que les élèves s'expriment, ils sont pas obligés de filmer. S'ils s'expriment, c'est qu'il faut qu'il y ait par la suite un travail qui soit fait. Puis c'est le patron qui doit agir. On ne doit pas attendre qu'il y ait des parents qui viennent voir des médias comme ici à Cube Radio nous porter des enregistrements comme ça parce qu'il n'y a pas d'agissement qui se fait dans ce genre de dossier-là. Donc, on estimait également du côté du Parti québécois que c'est très problématique d'en venir à filmer un enseignant. Chose certaine, Mario, ça a rebardé toute la semaine dans ce dossier. Absolument. Puis on n'est jamais exclu de voir d'autres cas également le refaire surface dans les médias. La Gendarmerie royale du Canada aurait fermé tous les postes de police chinois qui ont été établis ici au Canada. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui là, devant le comité parlementaire qui se penche sur l'ingérence étrangère dans les élections fédérales de la bouche du ministre de la Sécurité publique lui-même, Marco Mendicino, qui répondait à certaines questions des oppositions et qui a fini par avouer comme ça, sans tambour ni trompette, qu'au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, entre autres, on a fermé les postes de police chinois. Je rappelle, ces fameux postes de police, c'est des établissements qui ont des liens la plupart du temps avec le gouvernement communiste chinois pour lesquels on utilise pour toutes sortes de manœuvres d'intimidation auprès des membres de la diaspora chinoise. Surveillance et intimidation des citoyens d'origine chinoise là, qui sont dans leur secteur géographique. Là. Incitation à voter pour un candidat ou autre, vraiment faire de l'ingérence à toutes sortes de niveaux. Et on a confirmé là, par la suite à la presse que 2 postes de police chinois au Québec qui sont apparus sur le radar de la GRC ont été récemment fermés, on se souviendra. Mais quand on dit fermés, étant donné qu'ils sont comme camouflés ou enrobés dans un organisme communautaire, est-ce qu'on a comme, excuse-moi l'expression, mais fermé à shop complètement, je sais pas, ou est-ce qu'on s'assure... Parce qu'il semblait avoir un organisme qui jouait d'autres rôles, ou bien qu'on s'est rendu compte que c'était juste une façade puis qu'il n'y avait pas l'autre rôle communautaire à jamais existé. C'est ça qui n'est pas très clair dans cette histoire-là, je sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment tout fermé, là, complètement, peut-être? On a été avare de détails. Là. Ce qu'on dit, c'est qu'ils ont été fermés, là, ceux qui existent. Je rappelle, là, leur façade, c'est le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, à Brossard. L'autre, c'est le Service de la famille chinoise du Grand Montréal. C'était les 2 établissements qui étaient vraiment visés. Parce qu'ils disaient de donner là, du soutien familial, de l'aide à la recherche d'emploi, toutes sortes de services qui pourraient, sur le plan communautaire, être tout à fait légitimes. Absolument, surtout que c'est pas des endroits qui figuraient sur la liste des postes de police chinois officiels qui avaient été publiés par l'ONG espagnole, le Safeguard Defenders, qui avait recensé, si on veut, tous ces postes, ce qui fait pas en sorte que ça pouvait ne pas être un poste de police chinois, bien loin de là. Mais bon, le ministre Mendicino qui a dû continuer à s'expliquer, entre autres par la suite, parce qu'on a fortement critiqué du côté des oppositions et particulièrement du Parti conservateur le fait qu'il n'y a eu aucune expulsion de diplomates chinois à la suite de la découverte de postes de police chinois comme ceci sur le territoire québécois, c'est le territoire canadien de manière plus large. C'est surtout parce qu'aux États-Unis, le FBI a accusé la semaine dernière pour une première fois 2 hommes d'avoir conspiré, agi en tant qu'agents de la République populaire de Chine. C'est la première fois qu'on déposait des accusations pour des postes de police chinois un peu partout dans le monde. Donc ça pourrait devenir là, vraiment un exemple pour le reste des autres pays qui ont affaire avec ces fameux postes de police. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Je sais pas où tu prévoyais passer tes vacances d'été, Mario, mais peut-être que tu voudras emporter une arbalète ou un arc et des flèches dans ton sac. Moi. Pas chasseur, mais non. Pour ceux qui le sont, mais peut-être serez-vous invités. Nouvelle zone de chasse, les parcs nationaux. Les parcs nationaux du Québec, c'est le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, aujourd'hui, qui a parlé d'étudier cette nouvelle option-là, là, de permettre la chasse à l'arc à flèche et à l'arbalète pour abattre les cerfs de Virginie dans les parcs nationaux. Faut comprendre, dans un parc national, habituellement, il n'y a pas de chasse. Il n'y a pas de chasse. Ce serait donc une modification là, qui devrait être faite au niveau réglementaire pour pouvoir, justement, aller à la chasse dans les parcs nationaux. C'est pas la chasse à n'importe quoi, vraiment, les cerfs de Virginie, parce qu'ils sont en surpopulation dans plusieurs parcs nationaux au Québec. Ils sont en surpopulation à peu près dans la moitié des régions où il y en a. Il y a des régions qui n'ont pas de cerfs de Virginie, mais dans les régions où ce sont des habitats, puis dans tout le sud du Québec, essentiellement. La Montérégie, c'est l'épicentre. Montérégie, canton de l'Est, mais même en allant un peu plus vers l'Est, il y a beaucoup, beaucoup de chevreuils. Oui, puis dans les parcs nationaux, ça déborde. On a les exemples qui ont été repris beaucoup là, dans les médias. Les deux plus proches, là, Saint-Bruno. Saint-Bruno, puis le parc des îles de Boucherville. Le parc des îles.
Ça fait des années, là, moi, pour avoir habité à Boucherville, là, ça fait des années qu'il y a des problèmes de chevreuils qui traversent les glaces, qui viennent de l'autre côté du fleuve à Boucherville manger les headsets de tout le monde qui habite en face de l'eau. Bref, c'est des problèmes qui durent depuis des années. Et là, on a décidé d'agir, donc de permettre certaines autorisations, certains permis temporaires à des chasseurs. Parce que souvent, quand ils sortent, par exemple, au parc du Mont-Saint-Bruno, ils sortent de plus en plus, les gens dans la ville de Saint-Bruno en voient. Mais parce qu'ils sortent parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le parc. C'est-à-dire qu'ils ont déjà détruit la végétation du parc national quand ils vont manger sur les terrains des résidents. Là. Oui, parce qu'ils n'ont plus de prédateurs naturels, ces animaux-là. Les cerfs de Virginie, il n'y a plus de meutes de loups, de coyotes, d'ours, nommez-les, qui viennent chasser, manger ces animaux-là dans la nature, où il y en a de moins en moins, disons. Ce qui fait que les cheptels augmentent de manière exponentielle et on se retrouve avec une surpopulation qui mène à la famine. Le plus gros prédateur, là, c'est l'accident d'auto. C'est triste, mais c'est ça. C'est triste à dire, mais c'est ce à quoi ça ressemble quand on a des surpopulations comme celle-là. Et donc, c'est ce qu'on a répété du côté du ministre Benoît Charette, qui a dû quand même faire un avertissement à la population plus sensible, parce que, hasard peut-être du destin, ça tombe la même semaine où on est en ce moment devant le tribunal sur la saga des cerfs de Virginie du parc Michel Chartrand Longueuil, les fameux cerfs de Longueuil, comme on les a appelés souvent. Ça tombe la même semaine, exactement. Et donc, on a dû faire un avertissement. Mais moi, j'ai peut-être une proposition, c'est qu'on devrait pas laisser ça engorge trop les tribunaux réguliers. On devrait avoir le tribunal du cerf. Le tribunal du cerf, précisément. Pas les autres animaux, juste pour gérer. Le tribunal du cerf. On crée, ministre Jolin Barrette, tu crées un tribunal du cerf. Le ministre du cerf. Non, mais le tribunal siège en permanence. Ça, tu pourrais même avoir une procureure permanente, Mme Goldwater. Puis tous ceux qui veulent justifier d'abattre des cerfs, mais ils se présentent tour à tour au tribunal du cerf. Ah, c'est qu'il risque d'être débordé. Parce que là, on engorge les autres tribunaux, là. Ouais, mais c'est qui sont déjà engorgés, qui ont de la misère à traiter tous les dossiers. Et là, risque d'être débordé, Mme Goldwater, c'est certain, si les cas se multiplient comme ça dans tous les autres nationaux. Parc, là, écoute, ça en fait plusieurs. Parc du Mont-Orford, potentiellement, je sais pas s'il va être touché. Les îles de Boucherville. Et donc, le ministre Charette nous a rappelé que c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on fait ce genre d'opération-là, mais c'est vraiment pour contrôler les cheptels puis éviter que les animaux qui souffrent actuellement par manque de nourriture là, ne meurent de faim. Et on rappelle aussi la viande qui va être chassée dans le cadre de ça ces émeut opérations-là. Personne. Mais cette viande-là va aux œuvres de charité aussi, non, Mario. Ça émeut personne. Non? Parce que ça aide du pauvre monde, puis c'est du monde. Puis le monde, c'est moins important que les animaux. Fait que il est mêlé, le ministre, dans sa hiérarchie. Il faudrait qu'il donne la viande à d'autres animaux qui sont plus émouvants que le chevreuil. Qu'est-ce qui est plus émouvant que... Attends, les phoques, les blanchons, là, les petits blanchons? Non, mais il faut en trouver qui mangent de la viande. Un carnivore, là... C'est carnivore, un phoque? Ouais, dans le fond. Ouais, c'est pas fou. Un petit phoque blanc, là, les blanchons, il y a quelques années. Les tranches de chevreuil ou des cubes de chevreuil sur les banquiers. C'est peut-être pas fou. OK. On va y penser les autres animaux émouvants. C'est un pensée si bien. Si on a des auditeurs à la maison là, qui veulent se risquer à nous écrire, justement, pour nous envoyer leurs suggestions d'animaux plus émouvants qu'on pourrait nourrir avec des chevreuils, faites-nous Là, le ministre aurait un dossier. La police a fait une frappe massive ce matin dans un réseau de production de méthamphétamine. Puis quand on parle de frappe massive, là, c'est 200 policiers qui ont été déployés aux petites heures du matin, puis vraiment aux quatre coins de la province. Là. On sait de Montréal à Gatineau, Trois-Rivières, à Saguenay, Longueuil, Sainte-Sophie, McMasterville, jusqu'à Lavaltrie. Vraiment, là, toutes sortes d'endroits qui ont été frappés. Il y a plusieurs endroits, là, plusieurs des villages, Saint-Anne-de-la-Pérade. J'ai vu plusieurs villages en Mauricie, vraiment plusieurs endroits différents. Oui, perquisition massive là, pour justement frapper ce réseau de trafiquants de méthamphétamine, donc du speed et de l'ecstasy qui étaient présents partout au Québec. On le voit avec les localisations comme ça, mais également au Nouveau-Brunswick. Et une capacité de production surtout rarement vue. Là, 1 million de comprimés par jour auraient pu être fabriqués avec tout ce qu'on a retrouvé. Et ça, c'est dans tout ça, c'était l'usine, la Sainte-Sophie dans les Laurentides, dans ce que je comprends, une ancienne écurie. Oui, c'était le lieu central de production de cette méthamphétamine. Une ancienne écurie dont semble-t-il que la salubrité n'était pas tout à fait comparable à l'usine pharmacologique moyenne. Oui, comme c'est souvent le cas avec les laboratoires de drogue de synthèse qu'on retrouve dans les rues, Mario, effectivement, salubrité qui laissait à désirer, mais un endroit qui était opérationnel, qui servait régulièrement, qui fait partie des
40 endroits différents qu'on a frappés. Ça va de résidences à des locaux commerciaux, à des véhicules. Et là, on a retrouvé toutes sortes de choses. Des armes à feu chargées, de l'argent, des stupéfiants, les produits pour fabriquer des stupéfiants en tant que tels, puis des coffres-forts également qui ont été saisis. Donc, c'est quand même une grosse journée là, de frappe comme celle-là, même s'il n'y a pas d'arrestation, Mario, qui a été conduite dans le cadre de cette opération-là. S'il y a des gens qui nous écoutent, votre garage a été perquisitionné aujourd'hui, puis la police est repartie avec des sacs de drogue. Soyez inquiets. Oui, c'est ça. Ayez déjà le numéro d'un bon avocat dans votre selle. Ça pourrait vous servir au cours des prochaines semaines. Oui, ça pourrait que vous vous fassiez appeler là, pour comparaître dans cette affaire et pas comme témoin seulement. Alors, au total, c'est quand même plus de 800 000 comprimés qui ont été saisis. Mais moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est la capacité de production. On parle de plusieurs centaines de milliers de comprimés par jour, mais tu dis, OK, ils les produisent pas pour des fêtes décoratives. Là. Non, puis ils nourrissaient plusieurs réseaux de trafiquants. Non, mais c'est qu'ils s'en consomment. C'est fou, ils s'en consomment. C'est inimaginable. Ça permet quand même de calculer un peu jusqu'où ça peut disparaître. Là, puis c'est des petits comprimés. Là, c'est, disons, des kilos et des kilos de drogue. Peut-être que c'est plus difficile à dissimuler, mais là, des pilules... Des milliers, ça rentre dans un gros sac, là, par exemple. Donc, on avait vraiment une capacité de production importante. Puis, on a trouvé aussi là, de la méthamphétamine pure, de la cocaïne, 150 000 $ en argent canadien, dizaines d'armes à feu également. Donc, ce serait même pas juste un réseau criminel qui aurait été alimenté par ce réseau de production, mais bien plusieurs. Il faut parier, comme tu le dis, Mario, que dans les prochains jours, on risque de voir des arrestations. Tout savoir en 24 minutes. Il y a une dizaine de campeurs de la Montérégie, Mario, qui ont eu une bien mauvaise surprise à l'heure maintenant où on reprend les activités de camping ordinaires. Puis là, quand je parle de camping... On a hâte, là. Ouais, mais là, je parle pas de camping sauvage. Je parle des grands campings où on installe nos roulottes de manière permanente. Beaucoup de gens qui passent l'ensemble de leurs étés dans ces endroits-là et qui, l'automne dernier, ont décidé, la plupart là, qui rapportent tout ça, sont au domaine international de Rouville, par exemple, voulaient entreposer leur carte de golf. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une voiturette de golf sur un camping pour se permettre de se déplacer. Parce que parfois, c'est des longues distances et on veut pouvoir bouger. Et là, il y a un homme sous le nom d'Éric Labrec qui s'est présenté à la plupart d'entre eux en disant « Je peux entreposer votre véhicule, votre voiturette. Vous pouvez me passer les clés, le chargeur. Puis si vous payez un frais supplémentaire... » Je m'occupe de tout. Oui, je m'occupe de tout. Si vous me payez un frais supplémentaire, je peux même faire de l'entretien, Mario, sur la voiturette en question. Et là, ils sont au-dessus d'une dizaine à avoir accepté, à lui avoir remis de l'argent et la voiturette en question. L'homme qui semblait donner ses services sur Facebook, aussi sur les réseaux sociaux. Mais là, le problème, c'est que maintenant, venu le printemps, Éric Labrec est introuvable. Ses pages Facebook n'existent plus. Le numéro pour le rejoindre est inactif. Les voiturettes aussi ont disparu, d'ailleurs. Et M. Labrec, c'est bien ça son nom, et nulle part. On est incapable de le retrouver. Et c'est là que les campeurs... Donc, ils lui ont donné leur voiturette et de l'argent. Ils ont payé pour se faire voler. C'est comme ça que l'une des personnes qui a été flouée a imagé la chose. Très bien. D'ailleurs, ils ont payé un montant, puis certains, imagine, là, voulaient faire ajuster quelques petites affaires sur le véhicule. Ont payé un extra pour finalement voir leur voiturette disparaître dans la nature. Et ça peut coûter 10-12 000 $ quand même, une voiturette de golf comme celle-ci. Tout comme on peut les retrouver sur différentes plateformes de revente en ligne, Mario, parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas de preuve que c'est nécessairement leur véhicule, mais qui ouvrent des Kijiji de ce monde et qui voient des voiturettes de golf être vendues qui ressemblent étrangement à celles qu'ils avaient, mais qui ne peuvent pas le prouver, évidemment, qui se retrouvent un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, il y a fort à parier là, que ce monsieur Labrec est dans la nature en train de revendre là, des cartes de golf comme ceci. On dit du côté de la régie de police de Richelieu-Saint-Laurent puis de la Sûreté du Québec qu'on est au courant et qu'il y a enquête dans le dossier. Mais quand même, c'est spécial payer de l'argent pour se faire voler. L'avantage qu'ils ont quand même, c'est sincèrement des cartes de golf, c'est pas comme revendre, là, je sais pas, là, des petits appareils électroniques ou. C'est pas tout le monde qui achète ça. C'est soit des terrains de golf, des terrains de camping. T'es quand même un peu plus limité. Là. Marché plus niche, certain. Fait que si t'es un policier, mais toi, t'es un policier qui veut être un peu sérieux à enquêter où est-ce qu'il se vend des cartes de golf, puis où est-ce qu'il aurait pu s'en vendre un certain nombre bizarre, là. À mon avis, c'est enquêtable. Alors que c'est un certain cas de petits objets électroniques, des portables, n'importe quoi. Là, la revente, écoute, c'est comme tout chercher une aiguille dans une botte de foin. Là.
Le corps qui avait été retrouvé mercredi après-midi tout près du Mont-Fortin, dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay, est bel et bien celui de Vicky Gagnon, femme de 39 ans dont la disparition avait été déclarée dans les heures juste avant la découverte du corps. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances du décès, mais son corps a été transporté jusqu'au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal pour analyse. Donc, s'il s'agit bien d'un meurtre, de l'hypothèse d'un meurtre, l'enquête va être transférée à la Sûreté du Québec. On attend pour l'instant plus de détails. Économie. Uber, Mario, aujourd'hui, a publié un palmarès qui peut paraître assez inusité, puis pas juste Uber International, on parle de Uber Québec, vraiment la branche québécoise de l'application de déplacement, qui ont publié le palmarès des objets perdus et retrouvés qu'on retrouve dans des Uber, parce qu'il y a bien des gens qui oublient des affaires sur la banquette arrière, puis on apprend quand même certaines choses assez rigolotes. Il y a les objets les plus inusités, semble-t-il, qui ont été perdus. Il y a un tabouret blanc qui a été oublié sur une banquette. Quelqu'un a oublié un tabouret dans le Uber. Quelqu'un a oublié aussi une photo du rappeur Tupac, défunt rappeur, sur la banquette arrière. Un poulet entier a été retrouvé, un broyeur bleu, une guitare, toutes sortes d'objets qui ont été montrés sur leur site Internet qui révèlent que c'est quand même rigolo, mais les statistiques, elles, sont intéressantes. Les 10 objets les plus souvent oubliés... Ben, c'est sûr que c'est le cellulaire, non? Ben oui, c'est ça. Vêtements, sacs, cellulaires, écouteurs, bijoux, hein, les suspects classiques. Mais il y a le palmarès des endroits aussi où, proportionnellement là, au nombre de voyagements par Uber qui se fait, où on perd le plus d'objets. Et c'est à Gatineau, en Outaouais, où on perd le plus d'objets. Bon. Suivi à Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Montréal en 5e position. Les Montréalais sont pas si distraits, là. Ben, c'est surtout, j'imagine qu'il y a tellement de... C'est au prorata, donc j'imagine qu'il y a tellement de déplacements en Uber qui se font à Montréal vis-à-vis, par exemple, Sherbrooke ou Gatineau, que peut-être là, ça contribue dans tout ça, mais oui, il y a beaucoup de gens distraits. Il semble-t-il que le jour et l'heure où on perd le plus d'objets, c'est le dimanche à 18h. Ça a l'air que c'est parfait pour perdre des objets. Parce que là, on va souper chez de la famille. Bon, là, on arrive, on est en retard. On oublie le poulet, on est dans l'auto. Donc, il dit objet perdu et retrouvé, mais... Parce qu'on peut retrouver par la suite... Mais je suppose que là, on a le contact. Là, sur l'application Uber, vous pouvez... Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier un téléphone cellulaire dans un Uber. T'as rappelé, t'avais le numéro. J'ai pris le téléphone de quelqu'un d'autre, puis j'ai rappelé, mais heureusement... Ah ben oui, c'est vrai, t'as plus ton cell où t'avais le numéro. Ouais, c'est quand même un peu pratique, mais l'application Uber, tu peux y aller sur ton ordi. C'est ce que j'ai fait pour retrouver la chose. Et la journée de l'année où on perd le plus d'objets, Mario, ça étonnera personne. C'est le 1er janvier. Hein, ça a l'air que... Puis on comptabilise évidemment à partir de minuit. Ça a l'air que le réveillon, il y a peut-être des gens un peu garlots qui oublient leurs affaires dans les Uber. Le Monde. Des nouvelles de l'ex-président Donald Trump qui, aujourd'hui, on a vu son rapport de finances personnelles révélé par la Commission des élections fédérales. C'est rare qu'on a des aperçus dans les finances personnelles de M. Trump. Et là, on apprend plus sur ses avoirs de ses finances là, dans 101 pages de documents. Et là, on apprend surtout des informations sur la valeur de son application Truth Social qui a été lancée l'an dernier. Ça, c'est ce qu'il a lancé quand il a été banni des autres réseaux sociaux. Là. Twitter, Facebook l'avait banni et créé son propre réseau social, ni plus ni moins. Ouais, Truth Social qui, pendant un moment... le mot dit Truth, donc celui où on allait dire la vérité, contrairement à tous les autres qui véhiculent des faussetés. Exact, on ne fait pas un tweet, on fait un truth. Hein, donc, pas un gazouillis, mais bien une vérité. C'est ce qu'on fait sur ce site-là. Au départ, c'était quand même dans les tops de l'application de l'App Store. On s'en souviendra, il y a eu quand même pas mal de ratés. Hein. Les gens ont dû prendre un numéro puis attendre de pouvoir avoir un compte sur Truth Social. Mais là, finalement, tout cet engouement-là du départ, est-ce que ça s'est traduit par des profits, Mario? La réponse, c'est oui, mais peut-être moins que ce à quoi on s'attendrait. 200 $ de profit pour M. Trump au travers de tout ça, pour cette application. Mais on pourrait dire que c'est déjà beau. La plupart des réseaux sociaux, là, ils perdent de l'argent. Mettons Facebook, je pense que ça a pris 10, 15, 20 ans avant. Mais c'est ce qu'on peut dire. Au début, il accumulait des nouveaux abonnés, mais il perdait de l'argent. Maintenant, ils en font parce que là, une fois que c'est rendu tellement gros, mais lui... Ça pourrait être vu comme un succès. Il fait déjà de l'argent. Ça pourrait être vu comme un succès. Donc, c'est 200 $ de profit parce qu'il détient 90% du Trump Media and Technology Group Corp qui coordonne justement Truth Social. Donc, jusqu'à maintenant, même s'il a le droit de retourner sur d'autres plateformes, M. Trump est quand même resté fidèle à son Truth Social. Puis c'est vraiment il y a combien d'abonnés déjà? Il va falloir que j'aille voir parce que c'est bizarre quand même à regarder le nombre d'abonnés sur Truth. Là. C'est pas un site qui fonctionne extrêmement bien, Mario. Je vais pas te mentir. Là. Je suis jamais allé là-dessus, mais là, c'est quand même avec peu d'intérêt. T'as juste des partisans de Trump, là. Ben oui.
C'est vraiment la droite et la très, très droite, mettons, conservatrice américaine qui se retrouve sur Truth Social. Si t'es là-dessus, la plupart du temps, c'est parce que tu vas aller lire ce que M. Trump ou ses supporters disent. C'est-à-dire? It's rigged. La vérité. La vérité. Ah, c'est vrai, Mario, la vérité. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez